j'aimerais bien que vous me parliez de cette apnée du sommeil chez l'enfant que quasiment personne ne diagnostique, ou en tout cas, il faut vraiment connaître le syndrome chez l'enfant pour savoir qu'il souffre peut-être d'apnée du sommeil. Oui, Damien, et pourtant, c'est un syndrome qui a été décrit en 1976, donc ça fait déjà un petit moment. Et pourtant, c'est encore très peu connu. Donc, comme chez l'adulte, il s'agit d'épisodes d'obstruction partielle ou complète des voies respiratoires supérieures pendant la nuit. Ça concerne entre 1 et 3% des enfants, principalement des enfants âgés de 3 à 6 ans. Voilà. Alors, les filles sont autant concernées que les garçons, tandis qu'à l'âge adulte, les hommes, eux, sont plus concernés que les femmes. Comment se manifeste cette apnée du sommeil chez l'enfant? Alors c'est simple, pour 80% d'entre eux, ils ronflent. Et un enfant qui ronfle, ce n'est pas normal. Alors c'est un ronflement un petit peu spécifique, vous me direz, puisque ces ronflements sont entrecoupés d'arrêts respiratoires audibles. Donc on entend l'absence de respiration finalement. Docteur Le Guillou, je m'arrête un instant sur les ronflements de l'enfant. Un enfant qui ronfle, par exemple, quand il est enrhumé, quand il a le nez plein, ça c'est normal, c'est pas de l'apnée du sommeil. Mais pourquoi est-ce qu'il ronfle quand il a le nez enrhumé? Parce qu'il a une obstruction à cause de sa muqueuse, la paroi du nez à l'intérieur qui est complètement gonflée par le rhume, et donc on a une obstruction des voies aériennes. Le rhume ne dure pas, donc il ne déclenchera pas d'apnée derrière. D'accord, les parents ne doivent pas s'inquiéter. Non, ça c'est différent. Mais après, oui, c'est de voir un enfant qui ronfle régulièrement en dehors d'un rhume, c'est pas normal. D'accord, c'est pas normal. Les symptômes? Et voilà, donc ce n'est pas le seul symptôme, c'est également des enfants qui ont un sommeil agité. Ils font beaucoup de cauchemars, ils se réveillent le matin avec le pyjama mouillé puisqu'ils ont des sueurs nocturnes. Ils respirent par la bouche la nuit, donc on les voit bouche béante. Et puis également, ils peuvent avoir des positions de sommeil anormales. La tête penchée en arrière pour essayer de capter l'air au maximum, ou s'ils dorment sur le ventre, les fesses un petit peu relevées pour également dégager la gorge. Voilà. Donc on va voir son enfant la nuit, on regarde comment il dort, s'il ronfle, s'il fait du bruit, s'il a les positions que vous venez de décrire. Et ça, tout ça, ça peut attirer l'attention. C'est peut-être une apnée du sommeil. Ah, ce sont des signes, effectivement, qui doivent attirer l'attention. Alors, on a choisi 3 extraits vidéo, justement pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. C'est 3 types d'apnée du sommeil très différentes. Voilà, on a la première, donc c'est une maman américaine qui filme sa fillette, qui ronfle en l'occurrence. On sent qu'elle a les voies aériennes supérieures étroites, mais la petite respire tout de même avec une fréquence relativement normale. Deuxième exemple. Ensuite, on a une vidéo de la British Lung Foundation, donc la fondation britannique pour le poumon, qui montre un petit garçon en train de dormir. On voit son ventre là et son thorax. Il ne respire pas. Là, il ne respire pas. Là, il essaie de capter l'air. Et voilà. Et puis il s'arrête de respirer à nouveau. Et ça dure ainsi pendant 20 secondes. Et ça peut lui arriver 100 fois par heure. Donc imaginez les dégâts. Et puis la dernière vidéo, qui est sans doute la plus impressionnante, c'est encore un petit garçon. Alors l'obstruction n'est pas totale, l'enfant arrive à respirer. Donc ce n'est pas de l'apnée, mais de l'hypopnée. Et néanmoins, il doit fournir des efforts très importants. On voit le ventre qui essaie de se contracter pour respirer. Là, c'est le diaphragme qui tire, c'est ça? Le diaphragme qui tire, c'est le plus grand muscle respiratoire qui existe, le plus puissant, l'essentiel. Et donc, on voit qu'il y a un tirage, effectivement, pour compenser la lutte de l'obstruction au niveau des voies aériennes supérieures. Voilà. La première des choses à faire, c'est chez ces enfants-là, c'est de leur ouvrir la bouche, de regarder. La plupart du temps, ils ont des très grosses amygdales. Et donc, voilà. Alors, donc les conséquences ne sont pas moindres pour la santé de l'enfant, mais aussi pour leur développement psychique et moteur. Donc notamment, ce sont des enfants qui ont une fragmentation du sommeil. Ils se réveillent tout le temps. Ils se réveillent le matin avec des maux de tête parce que le cerveau a été mal oxygéné pendant la nuit. Donc ils souffrent de somnolence, de fatigue chronique, et en réaction à ça, ils sont hyperactifs parce que ça les maintient éveillés pendant la journée. Donc un enfant à l'école, par exemple, qui serait un petit peu hyperactif, qui n'arriverait pas à tenir en place, il va falloir s'intéresser à son sommeil que peut-être qu'il a tout simplement un syndrome d'apnée du sommeil. Ouais. Effectivement. Et puis ça peut être aussi des enfants qui ont des comportements anormaux, donc une certaine agressivité ou une timidité, un repli sur eux-mêmes. À l'école, ça se manifeste par des troubles de la concentration, de la mémoire, un retard d'apprentissage ou même un ralentissement psychomoteur. Alors, docteur Le Guillou, je m'arrête un instant là-dessus. Si les parents s'aperçoivent de cette situation ou les enseignants le signalent aux parents, que doivent faire les parents ?
Alors, première des choses, c'est d'aller voir leur médecin traitant, qui puisse examiner l'enfant, qui, je vous disais tout à l'heure, regarde déjà la bouche de l'enfant, savoir s'il a des grosses amygdales ou pas. Et si c'est le cas, c'est peut-être d'envisager avec un ORL l'extraction des amygdales ou des végétations. Ça peut guérir de l'apnée du sommeil de l'enfant. Ah oui. D'accord. C'est même une des premières causes d'intervention sur les amygdales à l'heure actuelle. D'accord. Il y a d'autres causes, vous avez colligé d'autres causes, Cécile. Effectivement. Donc, on avait une photo d'amygdale, justement. La fameuse photo d'amygdale avec ces amygdales qui sont au fond de la gorge. Voilà. C'est très gros. C'est des grosses boules rouges que l'on voit au fond de la gorge, qui sont quasiment jointives. Des fois, c'est plus impressionnant que ça encore. Donc, il n'y a plus beaucoup de place pour que l'air passe. On comprend que l'enfant ronfle. Voilà. Donc, les autres causes sont également de type anatomique. Donc, ça peut être une obstruction nasale liée à une déviation septale, c'est ça, docteur? Oui, une déviation de la cloison nasale chez des enfants qui jouent, même s'ils sont petits, s'ils jouent au foot, au rugby, enfin certains sports un peu violents, ils ont eu le nez cassé, effectivement. Ah oui, donc suite à un nez cassé, il faut faire attention au sommeil de l'enfant, en fait. D'accord. On a également la possibilité d'avoir une langue trop grosse qui bascule en arrière du coup quand on dort et qui empêche le passage de l'air, ou un palais trop étroit, une mandibule, donc la mandibule c'est la mâchoire inférieure, trop courte ou en retrait. Du coup la langue n'a pas la place de se caler là, elle tombe en arrière, elle se cogne avec les amygdales et finalement tout ça, ça obstrue le passage de l'air. Donc ça veut dire que finalement, rien qu'en regardant le visage de certains enfants, leur conformation, leur mâchoire, on peut déjà avoir un doute. Tout à fait. On peut déjà avoir un doute rien qu'en regardant la morphologie. Et c'est pour ça, alors de temps en temps, les gens disent « est-ce que c'est héréditaire ?» Alors, ça ne fait pas partie forcément des maladies génétiques au sens génome, mais par contre, sur des traits de visage, on a tous des traits de visage de nos ancêtres, et c'est sûr qu'on peut présenter des facteurs favorisants par ce biais-là, sur les anomalies du visage. Et vous êtes capable de reconnaître à l'œil nu un enfant qui a une apnée du sommeil ou... Alors, on peut y penser. Après, il faut toujours quand même faire la confirmation diagnostique. Je ne suis pas un magicien. Un enfant qui respire par la bouche, par exemple, ça peut être aussi un signe qui, effectivement, attire l'attention. Oui. Un enfant qui respire par la bouche, ça veut dire qu'il n'a pas de respiration nasale. Or, normalement, la respiration se fait par le nez. Donc, ça veut dire que c'est bouché quelque part. Ou que ça l'a été et que du coup, il n'a pas eu l'apprentissage d'avoir une respiration nasale et il l'a perdue. Mais cette respiration buccale va être responsable à terme, au cours de la croissance, de modification de la croissance de la mâchoire également. Alors, il y a également des facteurs de risque qui s'ajoutent à cette anatomie, en fait, un peu particulière. Alors, notamment les enfants qui sont sujets à des infections fréquentes, donc des rhinites, des otites, des sinusites. Voilà, c'est des enfants qui sont sujets à l'apnée du sommeil. Les allergies. Les allergies, voilà. Les enfants asthmatiques également. Des études ont montré que les enfants prématurés ont 3 à 5 fois plus de risques de développer une apnée du sommeil pendant leur enfance. De même que les enfants obèses, 30 à 60% des enfants obèses ont une apnée du sommeil. Et puis, il y a bien sûr un facteur génétique. Donc, si les parents ou les grands-parents de l'enfant ont une apnée du sommeil, eh bien, l'enfant a 3 à 4 fois plus de risques d'en développer une également. Le tabagisme passif aussi, il faut faire attention puisque ça peut causer une apnée. Et puis des maladies comme le nanisme ou la trisomie 21, donc des maladies génétiques, où le muscle, le tonus musculaire est faible, eh bien, ça peut être également un facteur qui fait se développer cette maladie. C'est vrai qu'on n'y pense pas toujours. On sait qu'il y a beaucoup de troubles du sommeil, par exemple dans la trisomie 21, et on ne pense pas toujours à rechercher du côté de l'apnée du sommeil. Or, on peut avoir effectivement cette maladie génétique et en même temps avoir d'autres pathologies. Il faut penser à les chercher. Un petit détour rapide par le traitement, parce qu'on va revenir sur le traitement chez l'adulte, mais quand même chez l'enfant, c'est intéressant aussi de voir ce qui se fait. Oui, donc le docteur Le Guillou en parlait. L'intervention chirurgicale, c'est-à-dire le fait d'enlever les amygdales ou les végétations, pardon, c'est indiqué. Ça peut fonctionner très bien pour certains enfants. Sinon, l'orthodontie, on n'y pense pas toujours, mais l'orthodontie, on a une petite vidéo justement qui va venir. Ça peut permettre de rétablir justement un palais normal et donc d'ouvrir, de faire en sorte que la langue tombe bien dans la bouche et voilà, de dégager les voies respiratoires supérieures. On va l'écouter alors. Voilà, donc on a des appareils en orthodontie qu'on appelle des disjoncteurs qui permettent de rattraper en fait le défaut de croissance de la mâchoire supérieure et du nez. Et ainsi, donc cet appareil a permis de passer de ce stade-là à ce stade-là en à peu près 1 mois. Donc c'est extrêmement rapide et ce n'est pas douloureux.
Et chez cette petite patiente, on est passé d'un indice d'apnée-hypopnée de 12 à un indice d'apnée-hypopnée de 2. Voilà, donc c'était le docteur Julia Cohen-Levy, qui est orthodontiste à Paris et qui nous montre un peu les appareils qui existent pour agrandir la mâchoire. Ça s'accompagne aussi d'un réapprentissage de la respiration par le nez et aussi d'un placement de la langue, donc ça peut se faire avec un kiné ou un orthophoniste, c'est ça? Oui, il ne faut pas oublier que la langue est un muscle. Et qu'une perte musculaire également au niveau de la langue favorise les apnées. Et on peut proposer de la kiné linguale pour rééduquer la langue également, qui peut être une aide. Kiné linguale, d'ailleurs, on parle parfois de la musique. C'est vrai que la musique, faire de la musique peut être utile? Bien sûr, faire de la musique peut être utile. Et il y a même des études qui ont été publiées tout récemment sur le didgeridoo, qui est cet instrument aborigène australien assez ancien, où en soufflant dans un tube, en fait, pour faire un son, et ça demande énormément de mise musculaire, de travail musculaire de la langue, et en fait, on rééduque sa langue par le biais de l'instrument sans le savoir. Et puis, en termes de traitement, on en a un dernier, puisque quand ce qu'on a évoqué précédemment ne fonctionne pas, il reste toujours les masques de pression positive continue, ou PPC. Donc on met sur la tête des enfants un masque pendant qu'ils dorment, et ça permet de maintenir les voies respiratoires ouvertes parce qu'on pulse de l'air, en fait. Voilà.